Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et mon intention avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage grâce à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé globale, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel pour que tu puisses vivre une vie awesome alignée selon tes termes. Je t'invite à t'y abonner, à le partager et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Merci vraiment d'être à l'écoute. You're awesome. All right. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Puis si vous êtes un petit peu moins en pleine forme, ben l'invité d'aujourd'hui va vous aider à le devenir. Je reçois aujourd'hui Kevin Arsenault. Kevin qui est aussi kinésiologue comme moi, naturopathe, entraîneur, fondateur, formateur à LIFT, donc l'Institut du fitness et de la transformation. Il a fait des études, bac en kinésiologie, bien sûr, mais aussi bac en nutrition, masters en kinésiologie, commencé son doctorat, etc. Donc, on s'entend qu'au-delà de l'expertise, de la passion, de l'expérience, on parle pas à n'importe qui aujourd'hui. Fait que je te remercie, Kevin, dans ton horaire occupé et tous les chapeaux que tu portes dans le domaine de la santé, de prendre du temps avec moi aujourd'hui pour jaser sur mon podcast. Un gros merci de l'invitation. Donc oui, je vais rester humble avec tout le détail que tu m'as fait. Oui, un gros parcours d'un passionné dans le domaine de l'entraînement, de la nutrition, de la supplémentation, de tout ce qui touche la longévité, qu'on est capable de se maintenir en bonne santé long terme. Ouais. Donc, on va échanger sur le sujet. Oui, absolument. Ouais, t'as dit le mot que je pense qui est super important dans notre domaine, là, dans beaucoup de domaines, là, mais tu sais, la passion, en fait, parce que c'est pas un domaine qui est évident, je veux dire, souvent avec, entre guillemets, juste, pas pour mettre une connotation négative, mais juste, entre guillemets, un bac en kin. On voit souvent, justement, les kin qui vont faire d'autres formations, qui vont plus loin parce qu'ils veulent en apprendre. Ils se rendent compte que, justement, la nutrition, ça va être tellement un aspect ultra important au-delà de juste aller au gym et faire des programmes d'entraînement, tu sais. Fait que je pense qu'on est des gens on se forme tout le temps. Tu as littéralement parti un institut de formation parce qu'on est passionné, parce qu'on veut en savoir plus, parce que la science évolue dans notre domaine, parce que le mode de vie évolue aussi, peut-être pas toujours dans le bon sens, tu sais. Fait que oui, il faut être passionné, puis t'es vraiment le modèle de ça, là. Exactement. C'est pour ça aussi que j'ai développé l'école de formation LIFT là, pour donner de la formation, étant donné mon background académique. Donc, avec mes 11 ans d'université, je voulais donner un terrain plus élevé en termes de formation continue parce que je veux pas dans le domaine de l'entraînement. C'est pas comme un dentiste où qu'on fait notre formation pour devenir dentiste, on a notre diplôme de doctorat, je peux aller m'ouvrir un cabinet. Non, dans le domaine de l'entraînement, tu l'as connu aussi probablement que si tu as travaillé dans les gyms, tu l'as vu qu'il y a des entraîneurs de fin de semaine qui viennent s'ouvrir. Ça m'avait toujours insulté au début, ayant fait le bac en kinésiologie, je me disais, va faire ton bac, c'est pour la protection du consommateur, etc. Mais je vois que c'est une bataille un peu qui sera interminable parce qu'il va toujours en avoir des gens comme ça. Il y a des gens hyper compétents qui sont sur le terrain sans avoir fait le bac en kin et je mettrais à l'inverse qu'il y a des fois, il y a des kinésiologues qui n'ont pas assez de terrain sur la pratique, qui fait que ça leur fait, eux, des mauvais prescripteurs d'exercice. Il manque un peu de terrain. L'entraînement, c'est autant notre petit grand laboratoire, donc c'est de la théorie, oui, mais de la pratique. Donc, ça fait que c'est un peu une école de formation que je voulais bâtir pour être capable d'éduquer les gens avec des notions théorique et de ma pratique, de mes 25 années de pratique. Donc, ça fait que je trouvais que sur le marché, il n'y avait pas une formation d'aussi grande qualité, ce qui faisait que j'étais offusqué que ces gens-là viennent travailler, puis donc, ils mettaient la santé des clients entre leurs mains. Donc, c'est pour ça. Donc, on a créé LIFT. Formation continue, c'est un mot-clé parce que même si ça fait 25 ans que je suis dans le domaine, je suis toujours en train de continuer à me former, même avec mes années d'université. C'est tellement quelque chose que beaucoup d'informations, donc il y a tellement de choses à apprendre qu'il faut faire des formations à droite à gauche. Et même si moi, je peux lire un livre et le chapitre, ça va être qu'est-ce qu'une protéine, qu'est-ce qu'un glucide. Mais je vais le relire quand même. Parce que, par la répétition, ça, c'est des notions que je maîtrise super bien. Mais des fois, l'auteur va me présenter un élément que lui, il a lu d'un angle différent. Je vais faire, j'avais pas vu ça comme ça. Donc, ça, en tant que pédagogue, ça me permet après ça de mieux l'enseigner aux étudiants ou à mes clients d'un angle. Fait que ça fait que c'est ça, la lecture va rester présente, mais aussi les formations continues. Pour moi, l'Institut LIFT, c'est vraiment que du en ligne. Là. Je l'ai pas fait juste sous forme de formation, je l'ai fait sous forme de livre aussi. Je sais pas si tu l'as non, même pas. Ta possession, même pas, c'est la Bible des stratégies et planification d'entraînement. OK, cool. Qui est vraiment un gros recueil des techniques d'entraînement que j'ai créé, un compendium là, pour donner des idées au niveau quoi faire avec les exercices. Tu choisis un squat, tu choisis un bench press. Donc, c'est un peu le livre que tu peux voir dans mon background. Donc, c'est quoi les techniques que tu peux utiliser? Tu peux utiliser, exemple, le mouvement ennemi. Donc, tu fais une demi-mouvement
mouvements, tu redescends, tu poses ça complet. Tu peux faire ce qu'on appelle des séries brûlantes, plus de demi-répétitions. Tu peux faire des clusters, donc des regroupements. Bref, j'en ai recensé plus de 230. Donc, autant pour le cardio, l'entraînement, donc un beau recueil là, que j'ai, avec un beau parcours derrière qui n'a pas été facile à publier, ce livre-là. Ouais, j'imagine. Ben, félicitations pour tout ça. Puis, tu sais, je vais déjà tout mettre ça dans la leçon du podcast pour que les gens puissent aller voir, puis avoir accès au contenu. On parlait aussi avant d'enregistrer que vous avez débuté votre podcast aussi il n'y a pas si longtemps. Donc, ça aussi une belle bible d'information. Ouais, exactement. Donc, il y en a des ressources justement fiables qui sont backées par des gens comme toi, qui ont l'expertise, l'expérience, la passion. Des fois, on se perd bien sûr dans la surconsommation de contenu qu'on fait facilement maintenant sur tous les réseaux sociaux et les plateformes qu'on a. Donc, c'est en fait une de mes missions avec le podcast. J'en ai plusieurs, mais une, c'est justement ça de partager aux gens, des gens à qui moi j'ai confiance, tu sais, puis que justement on sait que c'est de l'information qui vont les aider, puis qu'on enlève la confusion et même des fois des informations erronées qui peuvent nuire à la santé des gens. Tu sais, donc, bref. Oui, c'est que les gens, ça veut dire, c'est que les gens développent leur esprit critique aussi, d'être capable d'analyser l'information, parce qu'avec un micro maintenant que tout le monde peut avoir, autant les compétents que l'incompétent, sans viser personne, c'est juste que n'importe qui peut mentionner n'importe quoi sans avoir fait ses devoirs correctement par ses croyances ou d'autres mythes qu'il peut avoir engagés. Donc, ça fait qu'il faut être capable de démystifier le vrai du faux. Et ce n'est pas facile parce que des fois, l'information peut sembler logique à première vue et après ça, tu viens, tu sais, c'est l'exemple que je dis que un simple fait que la Terre tourne autour du Soleil et c'est pas un cercle parfait. Des fois, elle est un petit peu plus proche du Soleil, des fois, elle est un petit peu plus loin. Mais je veux dire, c'est quand l'hiver? Ben, tu vas dire, c'est quand que la Terre est plus loin que du Soleil parce qu'il va faire plus froid, probablement à cause des rayons. Puis quand elle se rapproche, on va être l'été. Mais dans l'hémisphère nord, c'est l'inverse. Parce qu'à cause de l'angle de la Terre, mais si je m'arrête juste à la rotation, tu vas faire, ben non, c'est impossible que si la Terre est plus près du Soleil, c'est l'hiver. Comment il peut faire plus froid quand on se... Donc, logiquement, on n'est pas capable de concevoir. Faut avoir du plus de... Mais les gens pourraient se débattre contre cette information. Donc, c'est un peu ça. C'est que oui, à première vue, ça semble, mais voici l'explication derrière. Ah, OK, j'avais pas vu ça comme ça. Il manquait certains éléments. Donc, il faut toujours peaufiner un peu plus. Et ça, c'est ça qui est dur, même pour moi qui est un passionné, c'est de prendre une information. Et après ça, c'est d'analyser les études. Des fois, c'est des études qui ont été faites chez 5 personnes. On peut pas tirer une conclusion. C'est très ardu. Fait que je me fais un peu le défenseur là-dedans parce que quand j'ai fait mon université, j'apprenais la science. Exemple, j'ai fini mon bac en kin en 2009. Donc, avant 2009, j'ai appris toute la science un peu qui était présente. Je me dis que l'université était à jour. Mais après ça, 2010, 2011, 2012, la science continue. Les chercheurs ont un travail hors pair de découvrir de nouvelles. Mais si personne me dit c'est quoi les résultats de ces recherches-là, à quoi qu'elles servent d'être faites, donc je ne peux pas l'appliquer sur le terrain. Fait que c'est un peu ça avec la mission avec l'IF, c'est d'être capable de lire ces études-là. Moi, je trippe à lire ces affaires-là. Donc, faire un peu des consensus puis de trouver un peu des demi-vérités ou des vraies vérités, là, savoir qu'est-ce qui est vrai maintenant ou on est en attente d'une réponse. Et après ça, de les donner à ceux qui font du terrain. Donc, ouais, j'adore ça, vraiment, ça me parle beaucoup. Puis au début, tu disais t'es passionné dans tout ce qui est le grand monde de la santé, puis j'ai envie de te poser la question pour toi, c'est quoi la définition d'être en bonne santé? Être en bonne santé, en vrai, c'est multifactoriel. Donc, ce n'est pas juste un tour de taille ou c'est pas juste un poids santé ou il y a un bien-être qui va être psychologique, physique. C'est pas mal les deux gros aspects que je verrais. Mais les deux sous-entendent plein d'éléments. Donc, exemple, la nutrition va venir jouer sur le bien-être psychologique et physique. Le stress va venir jouer sur... Donc, c'est quoi ton niveau de stress aujourd'hui? Donc, ça fait que si ton stress est très élevé, tu as beau avoir un petit tour de taille, mais les hormones qui vont être libérées, l'impact sur ton corps va vraiment être dommageable sur le long terme qui fait que tu ne seras pas dans une bonne santé dans des paramètres. Donc, c'est pour ça que c'est plus qu'un chiffre ou c'est des habitudes de vie, habitudes d'exercice physique. On le voit avec une personne qui est sédentaire, plus à risque de constipation. Mais là, s'il y a de la constipation, on a des problématiques au niveau intestinal. Notre intestin étant notre deuxième cerveau, on a des neurotransmetteurs qui sont synthétisés à l'intérieur. Donc, c'est tout ça est interrelié. Fait que moi, je le verrais vraiment sur physique. Donc, oui, on veut viser un tour de taille qui est... C'est pas tant le poids, c'est le tour de taille qui est plus à cibler. On remarque une corrélation avec des marqueurs sanguins de triglycérides quand le médecin prend le bilan sanguin, là on est capable de voir, OK, est-ce que je suis dans ces zones-là? Ah, OK, on a un premier marqueur sanguin.
Marqueur sanguin, mais marqueur de santé. De santé, puis après ça, exactement, au niveau du tour de taille. Puis après ça, on a le côté stress. Fait que, le stress physique, comment ça va? On a le côté déficience, les microdéficiences, les déficiences en micronutriments. Donc, tout ce qui est vitamines et minéraux, on n'est pas dans une médecine préventive actuellement. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas l'heure juste sur ton niveau de vitamine D, ton niveau de zinc, de magnésium, qui sont des éléments qui sont majoritairement déficients. Le seul qu'on est capable de savoir, c'est le fer. Une femme qui fait de l'anémie, par exemple, on est capable, c'est ce qu'on investigue le plus souvent. Ouais. Mais le reste, donc là, au début, dans les années 1920, qu'on a découvert la vitamine B1, B2, la vitamine A, etc. Oh, c'est une nouvelle découverte, c'est une vitamine, c'est une vitale amine, un élément aminé qui est vital à l'être humain, on peut pas le synthétiser. C'est la grosse découverte, on commence à synthétiser des vitamines, on le donne à les gens dans l'armée pour les aider parce qu'il y avait une piètre santé, mais aujourd'hui, on en parle à peine. Parce que là, le tournant a fait que les médicaments ont pris plus d'ampleur, on est plus réactif que préventif, mais je pense qu'on est en train de ramener la balance tranquillement avec la population qui veut de plus en plus prévenir la maladie, non pas la subir, puis après ça, parce qu'il arrive à un moment donné que on veut quand les dommages sont présents sur notre santé, des fois, c'est irréversible. C'est un peu comme la soie dentaire pour la carie dentaire. C'est bon de le faire avant, mais une fois que la carie est installée, même si tu passes la soie dentaire, l'impact n'est pas si présent. Comme les pare-feux pour l'incendie, ça protège les incendies, mais les gicleurs. Mais quand un incendie se déclare, ton pare-feu au niveau des fenêtres, ça ne plie à rien. La protection est des fois une chose qui est différente. Donc, c'est d'aller en amont. Faut que j'irais dans le côté déficience alimentaire. Mm-hmm. L'alimentation en soi, donc il y a plein d'éléments. Tu sais, c'est ça que ça devient large. Puis là, quand plus je lis, c'est là plus je me dis, OK, l'histoire des savants fous, là, je le comprends. Plus tu connais de choses, plus tu peux virer, si je peux dire, fou. Obsédé à en savoir plus. Pas juste en savoir plus, OK, il faut que je fasse attention à ci, attention à ça, attention à ça. Là, c'est là qu'on vient des fois plus freak, ça dépend du tempérament. Moi, je suis très tempéré quand même, donc je fais attention, mais je suis pas extrémiste dans la vie, mais je sais quoi faire comme action. Mais c'est ça qui est dur, de mettre la réponse exacte à la question que tu me poses sur c'est quoi la santé, parce que c'est large, c'est tellement large. Donc, il y a tellement de choses à... Mais tu sais, ce qu'on peut contrôler, tu sais, l'alimentation, ce qu'on mange, déjà aller chercher une belle qualité, l'hydratation, le sommeil, le stress, l'activité physique. Si on rentre ça là-dedans, c'est déjà des sphères à lesquelles on va s'occuper. Puis ensuite, il y a de la micro-gestion qu'on peut aller faire dans chacune d'entre elles. Mm-hmm. Mais j'adore ça parce que c'est tellement complexe et nuancé, holistique, intégratif aussi, global. Au-delà de dire, la santé, c'est l'absence de maladie. C'est tellement plus que ça, en fait, là. Donc, j'adore ta longue réponse qu'on aurait pu vraiment développer encore plus, tu sais. Je te disais aussi, tu sais, que les femmes, souvent, tu sais, qui sont dans mes réseaux, puis mes clientes ou qui écoutent le podcast, en fait, c'est justement, c'est des femmes qui sont souvent entre la grossesse, la ménopause, tu sais, préménopause, ça s'en vient ou sont dedans. Ils ont justement le stress souvent dans le tapis parce qu'ils ont des gros horaires occupés, ils s'occupent des enfants, de la maison, de leur conjoint, de leur business, de leur travail, tu sais, puis ils se retrouvent à un moment donné où est-ce que, justement, ils ont plus cette santé-là, cette vitalité-là. Ils commencent à avoir des petits symptômes ici et là. Ils ont peut-être des carences alimentaires, comme tu l'as nommé, le taux de cortisol qui est chronique, l'inflammation dans l'intestin. Puis, souvent, ils vont essayer de refaire qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils avaient genre 16, 20, 22 ans. Et là, ça fonctionne plus. Ils vont recommencer à compter leurs calories, à se restreindre énormément, à être dans la prévention, à se tuer 1 heure sur l'elliptique 3-4 fois par semaine, tu sais. Et ils se rendent compte que non seulement ça marche plus, mais c'est pire. J'ai encore plus de gras, mon tour de taille est encore plus élevé, je suis encore plus fatiguée. Donc, comment qu'on devrait approcher ça, une femme qui est dans ce profil-là, puis qui veut justement vivre en santé, en longue santé longtemps, en bonne santé longtemps? C'est quoi les étapes à recommencer ou peut-être même à débuter en oubliant peut-être qu'est-ce qui a été fait? Tu sais, c'est quoi le mindset qu'il faut avoir, puis les premières étapes pour être dans l'action? C'est sûr que d'emblée, pour moi, ça serait de se faire encadrer par quelqu'un de professionnel. Donc, ça peut être simple, construire une maison, puis je me lance avec mes clous, mon marteau, puis mes planches de bois, puis là, je trouve que ça marche pas. Il me manque des fois une logique biomécanique de la maison, comment les piliers doivent être installés un sur l'autre. La nutrition, ça semble tellement simple parce que tout le monde en parle. Je mange 3 fois par jour, donc c'est facile de bien m'alimenter. Mais les gens ne savent pas c'est quoi réellement une bonne alimentation. C'est celui-là, pour avoir vu plus de 3000 clients, j'en ai vu des différences. Donc, c'est quoi bien manger? On voit qu'on tombe dans les habitudes. C'est pas la même chose pour plusieurs. Donc, des fois, c'est des mauvaises perceptions. Fait que
c'est de se faire encadrer pour être capable de se dire, OK, niveau alimentaire, qu'est-ce que je dois être capable de, par rapport à tes habitudes? Le but, c'est pas de manger du steak haché le matin parce que c'est ce qu'on te recommande. Non. C'est par rapport à tes habitudes, comment on est capable d'améliorer la qualité et de jouer sur la quantité. Parce que souvent, quand on est fatigué, là, exemple, qu'on sent un petit gain de poids qu'on a indésirable, là, des fois, on va tomber à manger un repas par jour. Mais là, ça améliore pas la fatigue parce qu'on mange pas assez. Ouais, mais si je mange moins, je vais maigrir. Si tu manges moins, ce qui arrive, c'est que le corps, lui, se met en mode panique. Il va tomber en mode, oh, OK, j'ai même pas assez d'énergie pour faire vivre mes fonctions vitales, mon cœur, mes poumons, ma respiration. Dans 6 mois, on est mort. Donc, le métabolisme va se mettre au ralenti, il va venir à diminuer. Fait que là, la semaine, tu toffes. Puis là, la fin de semaine, un petit verre de vin, j'ai le droit. Mais là, le métabolisme est tellement descendu que là, quand tu manges un peu plus, ce qui est pas si dramatique, le corps lui met ça en réserve. Lui, il est en mode survie. C'est un réflexe qui est inné depuis des millions d'années. Donc, ça fait... Notre but, c'est de survivre, puis la machine est très bien faite pour ça. Donc, il faut manger adéquatement. Donc, c'est sûr que peut-être compter les calories, c'est juste en vrai pour respecter une certaine quantité d'aliments dans ta journée. Ça te permet, parce que les calories sont pas toutes créées égales. On s'entend, là, si je mange 2000 calories de pizza ou 2000 calories de carottes, j'aurai pas le même physique au bout de 3 mois. Zéro, là. Ça va être 2 choses. Pourtant, je mange le même nombre de calories. Oui, mais encore. C'est pour ça que les calories, c'est une piste qui nous aide. Mais après ça, de quoi il est composé, c'est tout autre. Donc, même chose si je prends 2000 calories d'alcool versus si je mange 2000 calories de protéines. Tu sais, c'est vraiment... C'est pour ça que c'est une piste de solution, mais pas la solution en soi. Puis après ça, côté entraînement, de se faire encadrer aussi. Parce que si la personne fait que du cardio, mais là, on vient détruire tranquillement notre masse musculaire, surtout si on ne mange pas assez de protéines dans notre journée. Ce qui fait que là, notre métabolisme de base va venir à ralentir. Plus j'ai de muscles, plus je brûle d'énergie à rien faire. Donc, je veux garder mon muscle, ou à la limite, je veux en bâtir un peu. Et aussi le fait qu'une femme qui vieillit, tranquillement, va venir à perdre son autonomie parce qu'elle va perdre la masse musculaire. C'est pas compliqué. Les statistiques démontrent que 75% des femmes de 75 ans ne sont pas en mesure de lever une poche de patate de 10 livres. La force musculaire est tellement faible, donc là, tu deviens à ne plus être autonome dans ta maison. C'est ce que je trouve triste. Donc, il faut être capable de monter ce capital musculaire-là plus jeune pour être capable que lorsqu'on vieillit, on soit capable de le maintenir. Donc, pour moi, le premier pas, ça serait vraiment de se faire encadrer par un professionnel. Donc, le résultat va être totalement différent puis va être meilleur. Comme si je veux faire le design de ma maison, je vais engager un designer qui va me donner un peu des idées. Parce que sinon, je vais me baser sur ce que mes parents, comment qu'ils, tu sais, mais c'est une base ce que tu as fait avant, justement, tu sais. Que j'ai fait avant, mais des fois, les nouvelles idées, puis j'avais pas vu ça comme ça, c'est beaucoup plus beau. Effectivement, donc, quand tu te fais encadrer par quelqu'un, tu vas avoir, mais tu sais, encore là, le quelqu'un, il faut s'assurer de sa formation, il faut s'assurer de ses résultats aussi qui sont là, le fit au niveau de la personnalité. Donc, ça serait le premier point de départ pour s'enlever ce stress-là, parce que si tu commences quelque chose par toi-même et ça ne fonctionne pas comme certains peuvent l'avoir, qu'est-ce que tu fais? Là, tes connaissances limitées vont faire en sorte que, là, soit tu vas encore plus couper ou faire plus de cardio, et là, c'est là que ça vient à ne pas fonctionner. Surtout mélanger à pas juste, j'ai un petit gain de poids que je veux. Non, j'ai une fatigue, donc j'ai une vie où je dois être une femme professionnelle, une femme qui est une bonne épouse, en vrai, une bonne mère de famille. Donc, il y a tellement de sphères aujourd'hui que la femme doit s'imposer que c'est pas d'en rajouter tout le temps une couche qui va te... Puis si le stress est élevé, l'exercice physique, c'est un stress de plus pour le corps. Fait qu'il faut être capable de, c'est d'équilibrer, c'est de regarder la sphère de vie en général. Puis si on coupe trop dans le sommeil, ben là, ça rend la suite difficile. Fait qu'il y a des priorités à mettre en disant, OK, comment on peut l'intégrer graduellement? Puis est-ce que ça va le faire à la maison ou c'est dans un gym ou c'est un autre sport? C'est pas obligé d'être de la musculation. Absolument. Ouais, c'est ça, je le vois des fois. OK, Claudia, là, je vais me lever comme 30 minutes ou 45 minutes plus tôt pour pouvoir fitter un entraînement de plus, tu sais. Comme tu es déjà en déficit de sommeil, on va prioriser ton sommeil en premier, tu sais. Exact. Il faut faire attention aussi à être dans la mentalité, justement, de toujours en rajouter plus de cardio, puis plus de ci, puis plus de choses dans l'horaire. Alors que, c'est ça nous amène souvent du stress. Je veux qu'on parle justement de la musculation. C'est mieux, hein. Moi, j'ai fini mon bac. En fait, j'ai commencé mon bac quand t'as terminé. Moi, j'ai fait mon bac de 2009 à 2012. Après ça, j'ai fait mon DSS en kinésithérapie, à Sherbrooke. Donc, depuis 2009-2012, c'est sûr que ça a évolué là, dans le monde de l'entraînement. Je suis sûre que tu le vois, je le vois aussi. Moi, je suis une fille de gym, je m'entraîne au gym encore à ce jour, plusieurs fois par semaine. J'adore la muscu. Donc, l'environnement du gym, c'est un environnement que je côtoie depuis 20 ans. Et je le vois, l'évolution, qu'il y a plus de femmes qui vont lever des poids lourds, tu sais, qui s'entraînent avec des squats, puis des deadlifts, puis des fentes, puis des chin-ups, puis des push-ups, tu sais, puis des tirades. Puis bon, on a moins peur, je crois, en tant que femme, des gros poids, puis je mets gros entre guillemets, tu sais. On tranquillement, on s'éloigne du mythe de si je veux avoir un look tonifié, ben je vais lever des petits poids roses de 3 livres pendant genre 25 répétitions, puis ça va brûler, puis ça va tonifier. Ça va brûler le bras qui est par-dessus mon biceps, tu sais.
Par contre, je pense qu'il y a encore des femmes qui ont soit au niveau de leur confiance en elles, de comme, je suis vraiment capable de lever une charge comme ça, alors que tu les vois avec l'épicerie, le bébé d'un bord, puis ils ont littéralement genre 50-60 livres d'un bras, là, tu sais, mais ils ont peur de lever un 15 livres. Ou il y en a d'autres, justement, qui sont encore dans cette mentalité-là de si je lève des poids lourds, ben je vais devenir Madame Muscle, puis je veux pas avoir l'air trop musclé. Et qu'est-ce que tu auras à dire pour nous aider à changer un peu ce mindset-là et surtout pourquoi c'est important en tant que femme qu'on les lève les charges qui sont un bon défi puis qui sont un challenge pour nous? Mais comme je l'ai mentionné, d'augmenter la masse musculaire va faire en sorte qu'on va avoir un métabolisme qui va être augmenté un peu plus et même que plus on a de tissu musculaire, plus on peut avoir des réserves de glucides qu'on appelle des réserves de glycogène intramusculaires. Donc, on peut manger un peu plus, puis les réserves. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup d'avantages qui est derrière. Et le point que tu as dit, c'est que c'est encore présent parce que je le vois souvent que les gens, les femmes ne veulent pas nécessairement lever des charges lourdes par peur d'être musclés. Mais c'est parce qu'ils font probablement qu'ils ont en tête une femme hyper musclée, des culturistes professionnels, là, oui, qui est très masculine. Et je le comprends, mais c'est parce que moi, ce que je veux que les femmes comprennent, c'est que tu ne te lèveras pas un matin en te regardant les bras en faisant « Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? » Donc, là, avec la veine sur le biceps, non! C'est une progression qui est très, très lente. Les femmes ont 10 fois moins de testostérone que l'homme. Les gars, ils s'entraînent fort, ils essayent de prendre une livre, ils s'embarquent sur la pesée fréquemment. C'est difficile, il faut que tout soit présent. Fait qu'une femme, c'est très long comme processus de gain de masse musculaire. Fait que tu as vraiment le temps de le voir venir. Et si on regarde tous les athlètes professionnels, que ce soit comme Serena Williams au tennis ou les patineuses artistiques, elles ont un physique qui est athlétique. Ils lèvent des charges pesantes, là, ils lèvent très lourd pour avoir une puissance pour s'envoler sur la glace comme ça, mais elles restent athlétiques et féminines. Donc, le muscle n'égale pas masculin. Le muscle peut être capable d'être féminin, d'avoir, oh, OK, on voit que la femme s'entraîne. Fait que c'est vraiment de faire l'aspect de quand tu vas t'entraîner, oui, le muscle va venir tranquillement s'hypertrophier, puis tu vas être capable de le freiner quand toi, tu vas te dire, hey, je me sens super bien comme ça, je veux pas plus. Parfait. Il y en a qui veulent pas de bras, il y en a qui en veulent des bras, qui trouvent ça beau, qui voient la ligne du triceps, il y en a d'autres, c'est plus les fesses, les cuisses. On peut développer du tissu musculaire qui est présent. Fait que pour moi, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à aller travailler chez les femmes. Et souvent, le deuxième commentaire qui revient, ah, mais moi, je prends de la masse facilement, faut que je fasse attention. Si tu prends de la masse facilement, dis-moi là tout de suite, on va s'en aller dans une compétition de culturiste parce que tu vas battre tout le monde. C'est un peu ça, mais non, on ne prend pas parce que c'est les réactions. En ce moment, une femme qui ne s'entraîne pas, qui commence à s'entraîner, ben là, il y a un tonus musculaire. Tu sais, comme si je me cogne le doigt, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir de l'inflammation, mon doigt va gonfler. J'ai pas, moi j'ai le doigt qui gonfle. Non, j'ai de l'inflammation qui fait que mon doigt a gonflé. Donc quand je m'entraîne, j'ai des micro-déchirures qui vont être présentes, qui vont faire que le muscle va gonfler pour augmenter le liquide à l'intérieur du muscle, pour aider la récupération. Donc tu as un tonus musculaire qui augmente momentanément suite à l'entraînement. Fait que oui, tu vas te sentir plus serré dans ton linge, ta chemise, suite à la première semaine d'entraînement. Mais après ça, ça évolue plus comme ça. Ça monte plus de façon au même rythme que tu l'as senti. Fait que c'est pas une prise de muscle, c'est juste une rétention d'eau, si je peux dire, qui est présent pour gérer la récupération musculaire. Fait que c'est un peu de mettre les points sur les i sur ces éléments-là, la perception que la femme reçoit. Ah, OK, donc c'est pas tant du muscle, donc je ne viendrai pas. Puis après ça, les femmes qui se laissent aller, qui font OK, je vais t'écouter, on va faire les entraînements. Probablement que tu en as vu aussi, donc tu fais les entraînements, tu lèves. Puis là, les femmes, des fois, commencent à être fières d'elles. Tu fais, je levais. Exactement, Je faisais un lat pull down avec 30 livres, là, je suis rendu à 70 livres. Hey, j'ai eu une belle, tu sais. Puis tu deviens pas plus masculine pour autant. Tu as des accomplissements derrière. Puis comme je dis, pour une femme vieillissante, l'autonomie, là, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et pour la prévention de l'ostéoporose aussi, plus on a les muscles qui tirent sur l'os, plus on va être capable de prévenir, donc d'aider le remodelage osseux derrière. Faire de la piscine, là, qui n'a pas de gravité, ça améliore pas les risques d'ostéoporose, malheureusement. Mais la musculation, oui. Oui, exactement. C'est vrai que tu as parlé de patineuse artistique parce que moi, c'était mon sport, en fait. J'ai fait du patin de 5 ans à 18 ans. J'ai coaché le patin pendant une quinzaine d'années, sport-études, haut niveau, tout ça. Puis, effectivement, tu sais, on était toujours les bonnes cuisses, les bonnes fesses, c'est sûr, musclées, tout ça. Donc, puis on avait nos belles robes très élégantes et gracieuses et féminines, tu sais. Bref, je résonne beaucoup avec ton exemple de façon personnelle parce que c'est ça, ça a été mon sport, ma première passion, là, quand j'étais toute petite et jusqu'à il y a pas si longtemps. Puis, comment tu pourrais nous expliquer la perte de gras? Dans le sens que souvent, encore une fois, pour faire du pouce à qu'est-ce qu'on vient de dire, je vais faire des abdos, fait que je vais perdre le gras qui est sur mon ventre. Je vais faire des squats, donc je vais perdre le gras qui est sur mes cuisses. Mon gras va se transformer en muscle. Moi, plutôt, on sait que c'est pas ça qui se passe. Fait qu'est-ce que tu peux nous vulgariser, nous expliquer quand on perd du gras ou si on veut perdre du gras en améliorant sa composition corporelle pour
physiquement se regarder dans le miroir puis se voir un peu plus tonifiée puis se sentir forte puis bien dans son corps, qu'est-ce qui se passe comme processus dans la perte de gras chez les femmes? En fait, faut juste démentir que parce que le gras ne se perd pas localement au niveau de la région. Fait que si tu travailles tes abdominaux, tu iras pas utiliser la source d'énergie qui est à proximité. Tu peux utiliser la source d'énergie qui est dans le muscle. Fait que dans l'abdomen, si on prend une pièce de viande en épicerie, il y a un persillage qu'on appelle, il y a du gras qui donne un bon goût à la viande. Mais on peut avoir ça chez l'humain aussi. Donc, les athlètes, les marathoniens ont très peu de gras sous-cutané parce que le corps a bien fait les choses et il a ramené l'énergie dans son muscle pour être capable de l'utiliser rapidement. Mais dans la majorité des cas, des personnes qui s'entraînent moins intensément qu'un marathonien, la graisse va être sous-cutanée. Donc, ce qui fait que c'est deux compartiments totalement distincts. Oui, j'ai mes abdos en dessous, mais au-dessus, j'ai une réserve de graisse qui est entre les deux. Il y a un réseau sanguin. Fait que ça fait que le muscle va envoyer un signal en disant « Hey, j'ai besoin d'énergie ». Les signaux vont être partis, mais peut-être que, je sais pas, moi, si exemple que l'autre côté de la rue, je vais prendre un exemple de base, là, mais peut-être pas le bon mot, mais c'est ce qui me vient en tête. Un McDonald's est en avant de chez toi, tu veux avoir un hamburger, ben ça se peut que le Uber qui va aller te le chercher, il va aller te le chercher à 3 kilomètres plus loin parce que lui est fermé ou parce que lui est débordé. Fait que c'est pas parce que tu travailles tes abdos que c'est le gras en dessous des abdos qui va venir ça se peut que le signal ait été capté par les cuisses et qui va libérer de la graisse. Et là, dans le sang, le corps va aller la réutiliser. Donc, le corps travaille ensemble. Donc, c'est pas de travailler de façon isolée comme ça. Puis, si c'était le cas, bien, ça veut dire que les joueurs de tennis qui sont droitiers auraient le bras droit très, 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 très cote et le bras gauche serait plus gras. Mais c'est pas le cas. Quand on vient les pincer, on voit que c'est la même pourcentage, même répartition du gras. Donc, on vient pas utiliser la région qu'on travaille. Fait qu'il y avait peut-être une autre question là, que j'oublie. Là, tu m'as dit non, mais ça l'explique super bien. Comment au niveau de la perte de masse adipeuse? Ouais. C'est ça. Quand on perd du gras, qu'est-ce qui se passe en fait dans le corps? Le gras étant une réserve d'énergie, donc qui est très bien fait. Donc, une livre de graisse, c'est à peu près, tout dépendant des auteurs, là, c'est entre 3500 et 4000 calories. Donc, c'est quand même une grande réserve d'énergie. Donc, c'est ce qui est mis en réserve. Puis là, ce qu'on veut, c'est on veut perdre du gras, bien, on veut aller mobiliser cette énergie-là. Fait que oui, il y a l'aspect des calories qui peut être un paramètre qui nous aide, mais c'est pas juste une question de calories parce qu'on a essayé de faire, exemple, la guerre au gras dans les années 80-90. Ouais, on a vu ce que ça l'a donné, là. On s'est trompé parce que là, ça a mis plus d'emphase sur les glucides, puis là, ça a créé plus de diabète de type 2, plus de surpoids. Là, après ça, on est en train de faire la guerre aux glucides, là, que c'est comme, OK, on va faire les régimes cétogènes, on va faire le sans glucides, le Atkins, carnivore, etc. Mais c'est pas quelque chose de mieux non plus. Donc ça peut aider les diabétiques de type 2 à mieux gérer leur glycémie. Donc c'est pour, mais dans l'évolution humaine, c'est un aspect thérapeutique et non pas la solution derrière. Ce qu'on oublie souvent et que pour moi c'est quelque chose on devrait mettre de plus en plus de l'avant, c'est l'augmentation des produits transformés ou ultra transformés dans notre alimentation. Ouais. On mange une pomme. C'est pommes. On mange des amandes, c'est des amandes. On mange des œufs, c'est des œufs. C'est pas compliqué. Mais tous les produits qu'on vient utiliser, parce que justement, on le dit, on est une femme ou un homme en famille, on a un rythme de vie qui est effréné. Oh, je vais m'acheter une pizza congelée. Ah, je vais m'acheter des produits transformés comme ça, qui fait que là, ça augmente le risque d'obésité. Fait qu'on le voit il y a un régime alimentaire qui s'appelle Nova. Donc, je sais pas si tu as déjà entendu parler. Donc, c'est 4 catégories d'aliments. Donc, les aliments les plus simples possibles. Après ça, dès qu'ils ont une petite transformation, comme exemple, un yogourt, c'est déjà un produit transformé parce que c'est le lait qui est devenu un yogourt. Tu sais, même si ça reste sain au niveau de la... Fait que, puis là, il y a les aliments ultra transformés. Tu sais, un whippet ou un gâteau vachon, ça pousse pas dans un arbre. Donc, ça, c'est ultra transformé. On est capable d'analyser la proportion qu'on vient consommer. Donc, ça, c'est déjà une piste de solution en disant, moins je mange transformé, indépendamment des calories, plus je risque d'avoir un poids en santé. Donc, ce qui fait que c'est là que plus on se tourne vers... Puis on peut s'en permettre, là, c'est pas de dire, OK, c'est fini, je mange plus de... Non, tu veux t'en manger, mais si à 90% de ton alimentation, à 90% du temps, tu manges des aliments sains, non transformés, qui n'ont pas d'étiquette nutritionnelle, en fait, parce que justement, les pommes, les poivrons, les asperges n'ont pas d'étiquette nutritionnelle, c'est un aliment tellement sain. C'est pas mal le pourtour de l'épicerie, les rangées du centre, c'est tous des aliments... Exactement, fait que c'est le classique, mais c'est vrai. Fait que c'est un peu là-dessus que je vois qu'il y a vraiment une importance à aller mettre de l'avant sur la diminution d'aliments ultra transformés ou de le faire soi-même à la maison. Si je me fais une pizza à la maison ou j'achète une pizza congelée, la réaction n'est pas pareille. Je me fais un hamburger à la maison ou je mange un hamburger commercial, ce n'est pas pareil. Il y a quelque chose qui se passe qui est encore à l'étude. La gestion des calories ou des macronutriments dans ces aliments transformés-là n'est pas... peut-être facilement utilisable par le corps. Fait que le corps a plus une tendance à les mettre en réserve, donc ça n'aide pas au niveau du surpoids. Donc autant la perte de masse adipeuse
que le gain. Fait que, mais tu sais, ta question de qu'est-ce qui se passe quand on perd du gras, on perd du gras quand on est dans un processus. On va chercher les réserves, donc c'est tout un aspect hormonal qui est présent. Mais le corps, c'est une très belle machine. On appelle on a un poids consigne. Donc, le poids consigne, c'est le poids que le corps a, mais il n'y a pas de pesée, il ne se pèse pas tous les jours. Mais si tu regardes quelqu'un qui mange bien ensemble, par exemple, que je dis que la personne pèse 150 livres. 6 mois, pendant les 6 mois, tu l'évalues à toutes les semaines, la personne va rester à 151, 149, 150. Le poids va rester relativement stable. Pourtant, c'est pas les mêmes activités qu'il va faire dans une journée. C'est pas la même alimentation qu'il va avoir. Le corps est capable de très bien gérer il va t'envoyer des hormones pour manger plus, des hormones pour manger moins. Il va augmenter son métabolisme de base pour brûler plus ou il va le diminuer, brûler moins. Fait que c'est une belle machine qui s'ajuste. Fait que c'est un peu ça. Le corps, lui, ce qu'il veut, c'est maintenir l'équilibre. Il veut garder le même taux de sucre dans le sang, il veut garder la même température du corps, mais il veut garder son même poids. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu veux descendre ton poids, que ça fait des années que tu as, le corps, il va t'envoyer des signaux en disant c'est pas par là que tu t'en vas, c'est moi qui décide. Fait que là, il faut que tu te battes un petit peu contre lui, puis là, c'est pour ça qu'il faut que tu trouves des stratégies. Mais plus tu manges des aliments sains, moins qu'ils sont riches généralement en calories, en énergie, ce qui fait que manger des bleuets, manger des fraises, manger de la salade ou des légumes à profusion, fais-toi une belle assiette, la moitié de ton assiette en légumes, c'est pas une richesse énergétique. Fait que moins on mange transformé, plus on est capable de manger pour atteindre un moins grand apport énergétique et donc on est capable de mieux soutenir le poids et même d'aider à la perte de poids derrière. Il va avoir un effet de satiété qui va être intéressant parce que là, en mangeant beaucoup de végétaux, ça coupe la faim. Et donc, tu n'es pas en train de te battre contre toi-même tout le temps en disant « Ah là, faudrait que je mange, faudrait... » Mais c'est encore là, tu sais, c'est facile à dire, mais c'est plus complexe que ça parce que dans un mode de vie où, par exemple, la femme est stressée, bien, si elle a un petit peu un mal-être à l'intérieur parce que sa job est demandante, les enfants sont irritants, là, bien, des fois, l'alimentation ou l'alcool est une soupape qui vient aider le psychologique. Exact. Ça fait que c'est tout le temps l'équilibre. Bon, est-ce que je veux tout couper ça parce que oui, il faut que je mange moins transformé possible pour m'aider au niveau physique parce que j'aimerais changer un peu ma composition corporelle ou j'en garde un peu pour m'aider au niveau psychologique pour pas éclater. C'est ça, là, un peu l'analyse qu'on doit faire avec chaque personne là, pour pas être extrémiste parce que des fois, ça a des conséquences, des effets collatéraux qui... Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai eu des troubles alimentaires justement à la fin de ma carrière de patineuse puis les quelques années après parce que tu sais passer d'un si gros volume d'entraînement à moins quand j'ai arrêté de patiner, tu sais, puis après ça je me suis lancée un petit peu dans le powerlifting donc c'était différent. Mais moi j'étais dans les extrêmes là, tu sais, fait que j'étais en mode orthorexie, genre je mange même pas de fruits parce qu'attention au sucre dans les fruits. Puis après ça, à chaque 3-4 semaines, ben là, je me donnais une petite fenêtre pour pas être, entre guillemets, parfaite avec mon alimentation. Puis là, je bingeais ma vie, tu sais. Puis je me sentais mal. Fait que là, je retournais dans mon cycle comme ça, d'un extrême à l'autre, jusqu'à temps que ça soit pas à chaque 3-4 semaines, ça soit à chaque semaine. Et même à la fin, je bingeais à tous les jours, tu sais. Puis j'avais les connaissances, là. J'avais mon bac en kin. J'étudiais en formation continue en nutrition, tu sais. Donc, c'est vraiment l'aspect mental, l'aspect psychologique, tu sais. Donc, j'ai travaillé... Pardon? Oui, il devrait tellement avoir d'éducation plus, tu sais, là, je remets ça dans la cour d'école peut-être du système scolaire, mais c'est parce que si les enfants ou les adolescents apprenaient un peu mieux à manger, tu sais, un peu ce que j'essaie d'éduquer, on arriverait, on part dans la vie, mais on n'a aucune idée c'est quoi nos besoins, c'est quoi, on a loué le guide alimentaire qui est un petit peu biaisé dans le passé, le nouveau guide de 2019 est beaucoup mieux, vraiment mieux, mais on se le fait pas assez présenter ou des choix. Quand j'ai fait mon bac en nutrition, là, on avait un cours sur les légumes. Je regarde là, c'est les légumes pendant 3 heures. Mais je dis, qu'est-ce qu'on va faire pendant 3 heures à parler de légumes? Ça va être inintéressant. Mais non, au contraire, je me suis rendu compte que pendant ce cours-là, on avait une théorie en vrai pratique sur nous montrer comment cuisiner les légumes. Donc, on avait plein de stratégies de OK, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Pour moi qui étais en appartement, je faisais waouh, j'avais jamais. Je n'avais pas ces tournois parce que mes parents n'avaient pas ces stratégies-là alimentaires. Fait que je me suis rendu compte que mon éducation alimentaire provient de mes parents, mais mes parents n'ont jamais appris à manger. Et donc, quand l'enfant s'en va en appartement, il va répéter ce que le parent faisait. Fait que si le parent il mangeait des croquettes avec des pogos, puis s'il n'a pas appris à avoir une diversité dans son alimentation, ben là, il va répéter la même chose, ça n'aidera pas sa santé long terme. Puis après ça, on est allé en laboratoire. Dans ces 3 heures-là, il y avait une partie de laboratoire où on découvrait et on goûtait à des nouveaux légumes. La courge musquée, la papaye, que ce soit l'aubergine. J'avais jamais, moi, brocoli, chou-fleur, fèves, on s'entend, c'est les classiques qu'on mange à la maison. Mais fait que là, wow, j'ai découvert des nouveaux produits, comment je peux les cuisiner. Fait que ça fait qu'une éducation nutritionnelle devrait vraiment, c'est pas le cas et ça ne sera pas le cas. Donc, ça fait qu'il faut pas attendre après ça pour nous changer. Ça serait le fun parce que les enfants arriveraient à la maison, hey, papa, j'ai découvert ça, maman. Puis là, on intégrerait des nouveaux modes alimentaires à la maison, plus santé.
Mais on n'est pas rendu là, fait que ça reste toujours à nous, encore une charge sur nos épaules, de se prendre quelqu'un, un nutritionniste, un naturopathe, une personne qui va venir nous aider, nous guider, un coach, pour s'aider au niveau de l'alimentation, puis nous éduquer un peu derrière. Mais une fois que tu l'as fait, c'est une fois. Une fois que tu l'as fait, puis tu as une stratégie, c'est à vie. Là. Après ça, dans 5 ans, tu te rappelles ça, pourquoi tu avais payé. Donc, tu as ta stratégie alimentaire pour t'aider à défaire un peu les mythes, là, puis mieux te diriger. Exact. Fait que moi, j'invite tout le monde à le faire, là, de trouver la personne idéale pour elle. Ouais, avoir des fondations solides. Exact. Comme tu dis qu'on respecte 90% du temps, comme ça le 10%, en tout cas moi c'est comme ça que je me suis guérie de mes troubles alimentaires là, c'est de retrouver un 10% que j'appelle des aliments différents. J'ai changé tout mon vocabulaire aussi. Fait qu'il y avait plus de ça c'est mon cheat night ou ça c'est mon repas triste, j'ai tout enlevé ça, tu sais. Puis je mange 10% du temps des aliments différents avec plaisir, conscience, sans culpabilité. Exact. Et ce 10% là qui est pas dans justement la perfection, ben ça me permet de garder une relation saine avec l'alimentation, tu sais. C'est tellement important, Ben oui. parce que sinon on tombe dans les extrêmes comme tu dis, tu sais. Ben, c'est parce qu'après ça, tu sais, le côté gustatif, on le voit dans le monde culinaire, les restaurants, etc. Il y a tellement de belles choses à découvrir. Il ne faut pas nécessairement se bloquer, à moins d'avoir une allergie alimentaire, des choses comme ça, mais des fois, c'est juste une mauvaise conception, mais de le garder. Tu veux manger une poutine? J'en mange de la poutine, mais tu sais, c'est pas à toutes les semaines. C'est pas, mais j'en mange juste une fois par mois. Oui, mais une fois par mois, c'est de la poutine, l'autre fois, c'est de la pizza, l'autre fois, c'est pas. Fait que là, on a plein de produits transformés différents qui viennent pas souvent, mais mis ensemble, fait que c'est juste d'être conscient puis d'être logique derrière l'approche puis de dire, OK, tu sais, c'est tout le temps ça, l'être humain, on a une belle ouverture sur la variété alimentaire, mais si j'achète un koala demain matin, c'est quoi ça mange un koala? Des branches de bambou? Ben, je vais lui donner des branches de bambou, ça finit là, puis ça va être ça. Mais l'humain a une plus grande possibilité, ce qui fait qu'on mange pas juste ce qu'on a besoin, on mange ce qu'on a le goût de manger, ce qui fait que, des fois, c'est là le danger. Et sur l'abondance des mauvais aliments qu'il pourrait avoir. Tu sais, si tu tripes sur les tomates cerises, ben, je pense pas qu'il y a une problématique santé que tu pourrais avoir là-dessus. Mais c'est souvent les mauvais aliments qui sont goûteux. L'industrie est très forte, vont enrichir au niveau du sucre, vont enrichir au niveau de ce qu'on appelle le glutamate monosodique, qui est un rehausseur de saveur, qui fait que ça attire les gens à manger plus de quantité et donc de racheter le produit plus vite et donc d'enrichir l'industrie. Donc, il faut juste être conscient que l'industrie ne nous aide pas. Ils veulent faire l'argent est aval en santé dans cette société-là. Il faut juste l'accepter puis faire nous nos devoirs pour en apprendre davantage et faire des bons choix. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, il y a tout l'aspect aussi les traditions, la famille, la culture. Tu sais, moi j'adore voyager, donc tu sais, je me priverai pas de manger un pad thai quand je vais en Thaïlande là, pas du tout. Puis je le vois même, moi, par exemple, si je suis dans un voyage, comme par exemple, là, j'étais en Égypte il y a quelques semaines, puis écoute, on a tellement mangé, c'était délicieux, trop gros repas par jour, puis tu sais, je le disais, comme j'ai aucun regret, j'en profite, je suis ici, puis je suis consciente que, je pourrais venir à ton genre de plateau tantôt de, mettons, 150 livres, l'exemple que tu disais, tu sais, le pas consigne, j'aime ça comme étiquette, appeler ça comme ça, ben ça se peut qu'après mon voyage en Égypte, j'aille un petit 3-4 livres de plus. J'appelle ça du poids superflu, tu sais, comme de rétention, d'inflammation. C'est ça. Mais en 2-3 jours, je reviens ici, je reviens à mes habitudes, puis j'ai pas eu à me forcer, entre guillemets, pour perdre ce poids superflu-là. Puis ça me fait plaisir, puis je le sais que je vais retourner à ce poids consigne-là, tu sais. Donc, effectivement, mais faut se donner le temps, justement, les stratégies, aller chercher de l'aide pour se rendre à cet état-là interne où est-ce que tu es en santé, que tu te sens bien, puis que tu as une relation saine, autant avec l'entraînement qu'avec l'alimentation, pour que ça soit durable, sans que ça soit toujours comme une corvée ou un stress de plus à prendre en compte dans ta vie, là, tu sais. Ah, exact. T'sais, en voyage, il faut profiter de ces modes culinaires-là qu'on n'aura pas accès à la journée longue, là, dans l'année. Et donc, c'est d'apprendre à, manger différemment, mais manger aussi en pleine conscience, si je peux dire. Donc, prendre le temps de mastiquer, prendre le temps de ne pas se gaver, si je peux dire. Là. Ce qui fait qu'on n'a pas le temps d'avoir nos signaux de satiété. Et donc, on mange tout le temps un peu trop. Fait que prendre le temps de manger, de se poser, et surtout en voyage, si on bouge. Là, des fois, tu peux faire 15 000 pas par jour, 20 000 pas par jour parce que tu te promènes, tu visites. Donc là, il y a quand même un équilibre entre ce que tu bouges, l'exercice que tu viens à faire versus les entrées. Puis si tu manges 3 repas par jour, 3 gros repas, mais il y a moins de collations à côté, à droite, à gauche. On peut se permettre. Là. Puis encore là, la qualité alimentaire va faire foi de tout. Là. Et comme tu le dis, tu reviens comme une petite attention d'eau, ça va disparaître. C'est plus les gens vont se mettre dans le bain à l'essayer. Ils sont comme, OK, je suis capable de quand même de bien garder le contrôle. Voici ce que j'ai fait, voici la réaction. Ah, merveilleux. Donc, là, ça rassure. Mais il faut l'essayer, puis d'avoir un repère de base, c'est quelque chose qu'on a besoin. Puis, tu sais, avec tout ce qu'on vient de dire par rapport à l'alimentation, la nutrition, avec ce que tu as mentionné tantôt, que dans 3000 clients et plus que tu as eu des consultations avec eux, la définition de c'est quoi bien manger, ça change vraiment d'une personne à l'autre. Toi, ça serait quoi ta définition de bien manger? Et sachant que, bien sûr, il y a de l'individualisation à faire,
quels seraient genre 2-3 principes fondamentaux de base en nutrition que tu penses qu'on devrait tous suivre au moins 90% du temps? Sérieusement, je me collerais vraiment au nouveau guide alimentaire canadien pour que les gens aient un visuel, là, donc d'avoir la moitié de l'assiette en fruits et légumes, Okay. un quart de l'assiette en une source de protéines diverses, que ce soit une viande, une volaille, un poisson, un fruit de mer, du tofu qui est présent, et un autre quart de l'assiette qui serait une source, ce qu'on appelle de féculents, fait que ce soit du riz, du quinoa, du couscous, des pâtes, une pomme de terre. Donc, c'est quelque chose qui est bien équilibré, autant au niveau des protéines, des glucides, des lipides, mais des fibres aussi. Mm-hmm. Donc, ce qui fait que c'est vraiment, pour moi, une assiette qui est plus santé en termes de visuel. Là, donc, moitié de l'assiette en fruits et légumes, un quart, je trouve que c'est bien. Donc, l'humain est omnivore. Donc, après ça, chacun a ses préférences. Fait que, si certains veulent aller du côté du végétarisme ou d'autres avenues, mais sache que peu importe l'avenue que tu vas prendre, que la personne va prendre, c'est qu'il y a des avantages et des désavantages. Donc, exemple, la personne qui est végétarien, ben, sache que tu vas manquer de zinc, tu vas manquer de B12, tu vas manquer de fer. Donc, tu dois être capable de compenser soit par une supplémentation ou autre. La personne qui fait le régime carnivore, ben là, tu vas manquer de fruits et de légumes. Donc, il y a plein de vitamines et minéraux que tu vas manquer. Tu vas manquer de fibres et donc ta flore intestinale va être débalancée, mais débalancée dans le mauvais sens. Donc, il fait que tu dois être capable de rééquilibrer en prenant des prébiotiques, probiotiques, en essayant d'aider ta flore intestinale. Donc, des modes extrêmes font que tu n'as pas le choix de t'aider derrière. Un ou l'autre ne me dérange pas. C'est juste qu'il faut analyser tes marqueurs sanguins, d'être conscient de la physiologie humaine. Et on a évolué dans un monde omnivore. Donc, l'animal est présent. Le point avec l'animal qu'on vient à consommer, c'est souvent pas lui en soi, c'est le mode de cuisson. On tape souvent la tête sur la viande rouge, mais la viande rouge n'est pas cancérigène. C'est que la viande rouge, souvent, est cuite sur un barbecue qui calcine la viande. Et c'est comme les molécules qui sont à l'intérieur, ben, c'est carrément comme s'il y avait 400 cigarettes qui étaient en dessous, qui viennent se coller. Le gras fond coule, il vient fumer, la fumée vient de se recoller dessus. Le barbecue est cancérigène, mais on mange souvent de la viande rouge, donc on associe la viande rouge au cancer, mais c'est pas la même chose. C'est le produit. Mais si tu manges du tartare de bœuf, pendant l'année ou il n'y aura aucun problème avec le niveau d'augmentation de cancer. Certaines études mettent de la viande rouge avec les saucisses, avec les viandes froides qui contiennent des nitrites, etc. Donc, ça biaise aussi l'altération. Donc, il y a eu mauvaise presse, mais pour ma part, c'est vraiment le mode de cuisson qui est plus dangereux que la viande en soi. Fait que pour moi, on peut l'intégrer dans son quotidien. Ouais, moi aussi, je suis pro-viande, puis je pense qu'on a souvent tendance à faire des grosses généralisations puis mettre beaucoup de choses dans le même bateau, tu sais, ou dans le même panier, tu sais. Tous les produits laitiers sont inflammatoires. Entre ta crème glacée puis un fromage vieilli nourri à l'herbe, on s'entend qu'on n'a pas la même réponse, tu sais, inflammatoire. Toutes les viandes, faudrait pas en manger, tu sais, encore une fois, entre ton tartare de bœuf, tu sais, d'un bœuf qui a bien été traité puis son énergie est bonne versus genre la saucisse ultra transformée. Encore une fois, on n'est pas dans la même qualité d'ingrédients, d'aliments. Donc, ça aussi, de développer un esprit critique puis de s'informer, où est-ce qu'on achète nos aliments, ça provient de où, c'est quoi la qualité, comment on les cuit. Ça revient à l'éducation que c'est ça, faut aller chercher. Exact. C'est ça que pour monsieur, madame, tout le monde, c'est compliqué parce qu'ils aiment ça que ça soit tranché. Ils aimeraient ça que ça soit tranché en disant c'est ça, c'est facile, c'est catégorisé, mais là, c'est un oui, mais. OK, oui pour ça, non pour ça, oui pour ça, oui pour ça, non pour ça. C'est dur à retenir, c'est dur à. Fait que ça fait qu'avec les connaissances qu'on n'a pas de base en nutrition, mais c'est pour ça, c'est ça. Je pense que, il me semble, je recule de 20 ans, ça fait 25 ans, dans le domaine, je recule de 25 ans, on en a encore plein de mythes. Puis aujourd'hui encore, il y en a plein. Donc, je pense que ça va toujours rester. Fait que c'est juste que, puis plus ça va aller avec justement les réseaux sociaux, plus on est capable d'avoir une divergence d'opinion qui est bon ou mauvais. Fait que c'est ça. C'est développer son esprit critique, de se confirmer avec d'autres personnes de confiance. Puis c'est comme ça qu'on va être capable d'avoir la meilleure réalité, là. Exactement. Puis de ramener ça à soi, tu sais, à ton corps, comment tu te sens, tu sais. On perd aussi cette connexion-là avec l'intelligence première qui est l'intelligence de notre corps, tu sais. Donc, si tu en as des symptômes, que tu as la diarrhée tous les matins, que tu as des maux de tête à la fin de ta journée, que tu fais de l'insomnie, que tu fais de la rétention d'eau, que ça te prend 5 jours à récupérer ton entraînement, ben visiblement, tu as des symptômes dans ton quotidien qui font en sorte qu'il y a quelque chose dans tes habitudes de vie qui influence ta santé, tu sais. Fait que c'est de connecter avec ça pour avoir les réponses qu'on a besoin. Puis quand on fait un changement, ben voir, tu sais, si c'est bon, si c'est pas bon, ça fait une différence pour moi, tu sais. Exact. Puis des fois, c'est la femme qui vieillit aussi, 40, 45, 50, avec la ménopause qui s'en vient. Il y a des changements hormonaux qui vont venir se présenter, donc il faut être capable de l'évaluer, puis on peut pas l'évaluer par nous-mêmes, là, donc ça fait qu'il faut que, puis même, tu sais, l'âge de la ménopause est environ 50 ans, mais il y a des personnes qui peuvent l'avoir à partir de 35 ans, donc il y a une pré-ménopause, donc tranquillement, on vient avoir des symptômes, donc d'avoir un médecin averti qui permet d'analyser les bilans hormonaux, puis là, après ça, de faire des ajustements. Là, ça vient tout changer au niveau de l'énergie, au niveau de plein de facteurs, au niveau de la santé, là. Donc, c'est ça, c'est tellement multifactoriel, être en bonne santé, qu'il faut être capable de les analyser, puis il faut pas se gêner
gêner de prendre notre santé en main. Moi, je le dis tout le temps, nous sommes responsables de notre santé. Tellement. Donc, je donne l'exemple d'un diabétique de type 2, que je me fasse lancer des roches, ça me dérange pas, mais un diabétique de type 2, une personne qui n'a pas pris soin de sa santé, sédentaire, va fumer, va manger des aliments hyper transformés tout le temps, là, son corps devient résistant à l'insuline, la glycémie monte, et là, c'est irréversible, un diabète de type 2. C'est causé par tes habitudes de vie. Tu peux avoir une susceptibilité génétique plus grande qu'une autre, oui, mais c'est pas ça qui fait la grande différence. Ce sont tes habitudes. Donc, tu te dois de changer tes habitudes pour renverser. Donc, c'est ta responsabilité. Ta santé, c'est toi qui décides si tu vas vers le pire ou le meilleur. Donc, c'est pour ça que moi, c'est pas que j'ai pas d'empathie pour ces gens-là, c'est que tu te dois de prendre contrôle. Et donc, je veux pas que tu joues à la victime. Tu as une problématique de santé, oui, à cause de ton passé. Maintenant, on voit de l'avant. Qu'est-ce que tu peux faire de mieux pour te changer et t'améliorer? Tu as le contrôle. C'est un peu ça mon mot d'ordre quand je donne des conférences où on est responsable de notre santé. Il ne faut pas attendre que le système vienne. Mais c'est souvent ça. On attend qu'on soit malade. Ah, le système de santé va venir nous guérir. Non, tu te dois. Si tu veux aider le système de santé québécois, prends soin de ta santé. Puis pour ça, tu vas vraiment l'aider. Là. Fait que c'est vraiment une mission qui devrait que si les gens sont capables de se prendre en charge, ça va vraiment mieux aller au niveau de la société. Peu importe c'est que tu sois Canadien, Américain, c'est une sensibilisation qu'il faut faire. Fait que ça demande un coup de pied, tu sais. Ouais. Ah ouais, je suis totalement d'accord avec ça. C'est ça, se responsabiliser de façon individuelle pour que, en tant que société puis que collectif, on puisse renverser certaines statistiques qui commencent à faire peur, là, puis à devenir de plus en plus graves, là, au niveau justement de la santé, maladies métaboliques, santé mentale, sédentarité, etc. Fait que ces dernières minutes soient un petit coup de pied dans le derrière fait avec amour de la part de Kevin et de moi-même pour que vous preniez soin de votre santé avec, entre autres, tous les bons trucs qu'on a nommés aujourd'hui. Kevin, c'est super intéressant. Je pourrais continuer de jaser pendant des heures. J'ai une dernière question à te poser que je pose à toutes mes invités en fin de conversation awesome, mais avant de la poser, où est-ce que les gens peuvent justement découvrir soit LIFT, qui est l'Institut de formation, ou en savoir plus justement le podcast que vous avez créé, ton contenu, connecter avec toi si on a des questions? Oui, exactement. En vrai, tout ce qui est LIFT, donc l'Institut du fitness et de la transformation, on peut nous retrouver sur les réseaux sociaux, autant Facebook, YouTube aussi, les Instagram. Personnellement, j'ai mes réseaux, donc Kevin Arsenault sur Instagram _, donc une petite barre de surlignement en bas. Sinon, Kevin Arsenault kinésiologue sur Facebook. Je suis pas très actif sur les réseaux sociaux, donc je suis plus avec LIFT, parce que j'ai une clientèle qui est encore active, mais mon bureau est au Pro Gym, là, donc à Montréal, ce qui fait que le gym a 10 000 clients. Donc, ça roule. J'ai même pas besoin de faire de publicité sur les réseaux qui fait que ça roule beaucoup, là. Donc, je l'anime un peu moins. Côté podcast, c'est le podcast Sous tension. Donc, on reçoit des invités divers dans le domaine de la santé pour parler entre passionnés de sujets qui nous interpellent beaucoup. Good. Fait que je vais tout mettre ça dans la description du podcast. Puis, ma dernière question, c'est est-ce que tu as une citation ou un mantra préféré que tu pourrais nous partager pour conclure? Ah oui. J'en ai un qui est un proverbe indien, je ne veux pas la manquer. Le proverbe dit « Prends soin de ton corps si tu veux que ton âme ait le goût d'y rester. » Sérieusement, moi, c'est une phrase qui me parle beaucoup. Donc, c'est vraiment mon mantra de... Tu sais, je trouve j'ai pas besoin de la répéter, là. C'est vraiment une connotation que si tu ne prends pas soin de ton corps puis la maladie vient s'installer, ton âme va peut-être quitter ton corps parce que tu n'en prends pas soin. Donc, pour moi, c'est ma phrase préférée. Ouais. Ça résume bien aussi tout ce qu'on a jasé aujourd'hui. Merci de l'invitation. Ça a passé en un claquement de doigts. Ouais, ça passe vite quand on parle entre passionnés. Merci à toi, Kevin. Merci à tout le monde.